Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le porno et l'addiction à la pornographie, puisque moi j'en suis sorti, et d'ailleurs c'est un truc qu'on ne doit pas parler au passé. J'en suis sorti, je sais que dans le futur je n'irai plus. Le porno, c'est fini. C'est une volonté, hein, c'est pas une prétention, c'est que vous savez pourquoi vous le faites, vous savez depuis combien de temps vous êtes dedans, donc c'est fini, il n'y a pas de problème. Pour être honnête, pour pas que vous culpabilisiez, il peut y avoir des rechutes, mais moi je sais que c'est fini. Parce que j'ai mis des garde-fous en place, j'ai mis des mécanismes qui font que. Et là, j'ai arrêté depuis le 18 février, l'air de rien. Une vidéo dans laquelle, à un moment précis, où je parlais de la foi, je disais, je pense que je vais arrêter, et puis je me suis repris, j'ai dit non, non, c'est fini. Ça y est, c'est fini, j'irai plus sur les sites de boules, sur les sites de cul, peu importe le nom qu'on met. Et je vais un peu développer ce qu'on ressent lorsqu'on arrête de le faire, et aussi peut-être les points qu'on peut mettre en place pour éviter d'y aller, parce que c'est une vraie addiction. Dans mon cas, je ne l'ai pas senti comme ça, mais je suis tombé sur un mec qui avait une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en dessous, ça peut vous intéresser, ça peut vous être utile, où il a consacré sa chaîne à la pornographie, finalement. Parce qu'il en a souffert pendant très longtemps, il expliquerait qu'il en a souffert, hein, que ça changeait son image de lui, son image des femmes, enfin, donc il y a une souffrance derrière, et qu'il est addict, et c'est une problématique assez complète pour qu'il fasse plein de vidéos, plein de conseils à d'autres, des conseils de films, je parlerai après d'un film qui peut être intéressant. Et on se rend compte qu'il y a dans les commentaires, moi j'ai peu de commentaires, mais c'est pas grave. Quelque part, je suis pas très à l'aise avec les commentaires, j'ai du mal à échanger avec une communauté. Mais on se rend compte qu'il y a plein d'hommes en dessous qui disent waouh, j'aimerais tellement y arriver, je suis en train d'essayer. Je suis à ma 3 jours et c'est déjà dur, j'y pense. Ou une semaine, il y a même des groupes de paroles qui sont créés pour les gens qui vont sur les sites porno. Donc on comprend bien qu'il y a une souffrance des hommes qui vont, ou des femmes, mais plus généralement des hommes quand même, qui vont dire oui, j'ai un problème, comme l'alcoolisme. Tant que vous ne dites pas j'ai un problème avec l'alcool, vous n'êtes pas, vous ne reconnaissez pas votre alcoolisme. Si un jour vous dites oui, j'ai un problème, c'est que vous validez le fait que oui, vous êtes vraiment addict à quelque chose. Comment on sait qu'on est addict au porno? Quand on arrête d'en consommer. C'est aussi simple que ça. Le jour où vous vous dites oh, moi je suis capable, comme les alcooliques. Un alcoolique qui va vous dire moi je suis pas alcoolique, ok, bah tu t'arrêtes de boire pendant 3 semaines. Tu bois plus rien pendant 3 semaines, puis on verra. Et s'il est vraiment alcoolique, il pourra pas. Il aura l'envie, il aura des manques, il aura des pulsions d'aller reboire. Et bien la pornographie, c'est pareil. C'est lorsque vous vous arrêtez que vous comprenez quelle place elle avait dans votre vie. C'est triste, c'est très triste. Mais en même temps, c'est déjà bien de le reconnaître. Vous avez fait un pas énorme. Quand j'y réfléchis, peut-être qu'avant, j'aurais pas osé dire comme ça. Mais quel était mon ratio, combien de fois j'allais sur un site porno dans la journée. Parce qu'on ne parle pas en termes de semaine, on parle de journée. Le matin, pour se détendre, c'est la branlette du matin, hein, normal quoi. Le midi, pour digérer. L'après-midi, pour relancer la machine. Le soir, ça détend avant d'aller dormir. Et puis la nuit, pour s'exciter encore un petit peu plus. Ben voilà, 4 ou 5 fois par jour, j'allais voir du porno. Si je sors de cet aspect un peu comique et de la façon dont je viens de l'évoquer, je pense que c'est lié à des tensions nerveuses. Moi, dans mon cas, à des stress importants et des angoisses. Et du coup, de libérer cette endorphine, parce que oui, on libère quand on éjacule des endorphines, ça fait du bien. C'est la même chose que c'est les mêmes mécanismes en tout cas que de manger. Hier, j'avais faim. Non, j'avais pas faim, je venais de manger. Mais j'avais mangé léger, du fromage blanc avec du kiwi, de la banane, des amandes, des oranges, pas des clémentines. Un repas sobre et bon pour le corps, dans l'absolu. Peut-être un peu léger, mais bon pour le corps. Sauf qu'il y avait un petit démon sur mon épaule qui me disait tu te rappelles la pizza, tu sais, la pizza pour 10 personnes, elle est bonne. Parce que des fois, j'allais acheter une pizza, j'évite de le faire. Je crois que c'est pour 6 ou 7 personnes. Moi, je la mange, hein. Je la mange en une fois, il n'y a pas de problème. Et donc, j'avais cette pulsion
alimentaire. C'est la même chose. J'ai aussi ce genre de pulsion. J'avais pas faim, mais je savais qu'en ingurgitant cette pizza, elle allait récompenser le même système, qu'elle allait agir sur les mêmes mécanismes. Parce que oui, encore une fois, il y aura une libération de l'endorphine, très brève, et après, encore une fois, il y aura la culpabilité. Parce que vous regardez votre pizza, parce que je la mangeais toujours en une fois, pour différentes raisons, parce que si je la mangeais en 4 fois, ça veut dire que 4 fois je mangerais mal, donc je préfère manger mal en une fois. Le lendemain, quand vous, ou même après, quand vous voyez la boîte vide, vous vous dites « Ah ouais, d'accord, super, j'ai encore succombé ». De même que quand je me fais des crêpes, je sais que ce jour-là, je vais me faire mal, que certainement j'ai envie de me faire mal, ça peut être un plaisir. Sauf que je vais au-delà de la notion du plaisir. Le plaisir serait de manger, on va dire, 6 crêpes, c'est déjà beaucoup. Mais 6 crêpes, pourquoi pas? Sauf que quand je me faisais des crêpes tout seul, moi je m'en faisais 20 crêpes. Et je les mangeais avec un pot de chantilly complet que je mangeais dans la soirée. Et je les mangeais avec... qu'est-ce que je pouvais prendre de plus? Parfois c'était un pot de Nutella, enfin voilà, je mangeais l'ensemble. Il n'y a aucune notion de gourmet là-dedans. C'est de la gourmandise. Et les gens qui ont des problèmes de troubles alimentaires savent très bien de quoi je parle. Sur le moment, ils vont sentir une décharge de quelque chose. On pourrait parler d'endorphine, mais il y a plein d'autres molécules qui vont être dispersées dans leur corps. Et après, c'est surtout la honte et la culpabilité. Donc voilà ce que ça... En tout cas, voilà la première réflexion que je pouvais faire par rapport à ça. Et je vais essayer de développer sur d'autres choses. Notamment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil, en plus de la chaîne vidéo de cet homme que je connais pas, j'ai découvert hier, qui peut être intéressante, qui vous donnera plein de conseils, il est passé par là, et il en souffre beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il y a un travail sur ça, moi je me dis c'est fini, et je n'ai pas de raison de revenir en arrière. C'est compliqué, mais enfin voilà, pour l'instant, j'en suis pas à ce point-là, pas au point de créer une chaîne uniquement sur ça, ou que ce soit l'unique préoccupation que j'ai en tête, mais néanmoins, sa chaîne pourra vous intéresser, et je vais quand même essayer de développer par rapport à moi les choses à faire lorsqu'on arrête pour aller mieux, et les choses que ça va surdévelopper, pas forcément l'aspect positif ou négatif, je peux pas l'évaluer. C'est plus un psy qui pourrait me dire c'est mieux, c'est moins bien ou c'est pareil. Mais en tout cas, moi, ça m'a posé des vrais problèmes de conscience et d'éthique, pardon. Donc je vais enchaîner sur les autres parties, je sais pas trop comment je vais le faire, mais voilà, je vais couper pour cette partie-là. La seconde partie sera sur ce que ça a changé dans ma vie, d'arrêter le porno. Depuis le 18 février quand même, et on est le 3 mars. Ça fait quand même déjà un petit temps, j'avais quand même le temps d'appréhender le truc. La problématique, c'est que j'ai pas eu envie d'arrêter de me masturber. Désolé s'il y a des termes un peu techniques. Il faut que vous sachiez que ma vidéo sur l'éjaculation précoce, où j'espérais donner des conseils à des gamins, en parlant de mon expérience, a été quelque part censurée au moins de 18 ans. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir la voir. J'ai essayé pourtant de ne pas parler d'un langage trop explicite, presque médical parfois, même si des fois il faut quand même parler un peu des trucs pour désacraliser, et qu'elle aurait pu vraiment, à mon sens, aider des jeunes qui, comme moi, commençaient. Et je parlais du porno, je disais plutôt pas y aller, je parlais des répercussions du porno. Eh bien, cette vidéo ne sera vue que par ceux de plus de 18 ans. Moi, je m'en moque, ils peuvent même me démonétiser, je suis pas monétisé, donc ça, c'est pas gênant. À ce niveau-là, j'ai aucun problème, mais je trouve ça triste de voir que les jeunes, finalement, iront voir un porno très facilement. Quoique c'est peut-être pareil sur YouTube, ils vont mettre oui, j'ai 18 ans et puis ils pourront la voir. Moi, j'ai envie de la conseiller. Pas parce que c'est moi, mais parce que ça peut les aider à comprendre s'ils ont des problèmes d'éjaculation précoce, eh bien d'aller voir un thérapeute si vraiment ça va pas, et s'ils ont un problème d'addiction au porno, et que vraiment c'est compliqué, là aussi d'aller voir un thérapeute pour en parler, ou d'écouter les conseils qui vont être donnés, de se dire que c'est pas une fatalité et qu'il n'est pas le seul à en souffrir. Je pense que c'est une expérience, c'est pourquoi j'aime bien l'anecdote. L'anecdote, évidemment, c'est risqué parce qu'on parle de sa vie. Il faut mettre son ego de côté, mais en même temps, ça veut dire que je connais bien ce dont je parle. C'est pas comme si je parlais de quelqu'un que je ne connais pas, c'est de moi dont je parle. Donc,
Qu'est-ce que ça a changé quand j'ai arrêté? Je voulais pas arrêter de me masturber, j'en suis pas à ça, je veux pas devenir un ascète de quelque chose. Je ne suis pas sexuel, au contraire, j'avais une libido plutôt forte. Je pourrais me dire, bon bah ok, j'arrête même de me masturber, j'arrête de penser à ça, et puis ça va complètement tout arrêter. Mais j'ai une peur légitime, c'est que si je rencontre une partenaire, j'ai plus de désir pour elle. Et que du coup, on soit dans une autre complexité, et que je dois réapprendre, ou peut-être que ce sera même plus possible, hein. On peut imaginer qu'à un moment, on ferme le canal, et du coup, on sera plus réceptif à l'autre, hein. Et ce serait quand même triste de passer à côté d'une peut-être belle histoire d'amour parce que je suis plus capable et que j'ai arrêté depuis trop longtemps la masturbation. Donc, je continue à me masturber. J'espère que c'est pas choquant pour des gamins. Est-ce que là, c'est un 18+, ce que je suis en train de dire? Je peux pas le dire autrement. Donc, je continue à me caresser. C'est pas mieux. Donc, je continue à mastiquer le gland. C'est pas tellement mieux, ça donne un aspect comique. Donc, je continue à me branler le piston. Branler, le mot est mal adapté. Donc, je continue à faire coulisser le piston. Vous voyez, ça devient ridicule. Je continue à masturber, me semble être le terme le plus adapté. En espérant que mes voisins m'entendent pas parler. Parce que vous avez remarqué que c'est un truc. Oh, c'est pas honteux. Mettez le volume à fond quand vous regardez un porno. Pourquoi est-ce que vous devriez vous cacher? Tout le monde a le droit d'écouter, de savoir que vous écoutez du porno, d'entendre que vous écoutez du porno. Eux, ce sera l'oreille, hein. Mais ils sauront que vous regardez un porno. Moi, personnellement, lorsque je faisais ça, je baissais le volume à fond. J'étais déjà assez honteux pour moi-même, j'avais pas envie qu'en plus, on sache. C'est là qu'on sait où est la part de honte et de culpabilité. Enfin bref, donc je continue à mastiquer le poireau. Voilà, là on a pris une métaphore un peu légumineuse. C'est très bien de manger des légumineuses, c'est bon pour la santé. Et là c'est un petit peu moins drôle, vient se greffer très vite une problématique, c'est que notre cerveau est habitué à voir des femmes dans différentes situations rocambolesques, sexuelles. Du coup, notre imaginaire travaillait peu. On n'a pas besoin de notre imaginaire, on regardait ce qui nous était donné, ok. Là, quand on est tout seul avec son poireau, on va prendre cette métaphore du poireau, on se rend compte que le poireau, il n'est pas tellement excité, que c'est dur de lui donner l'envie, et que c'est même quasi impossible. Que si vous pensez à une forêt paisible, ou à la mer, ou à quoi que ce soit d'autre, ouais, moi je suis en train de faire la relaxation, la méditation, ben, ça marche pas. Malheureusement, peut-être parce que vous avez trop longtemps été avec des images pornographiques, hein, vous avez besoin d'alimenter votre imaginaire par des situations érotico-pornographiques. Ça pourrait être une solution, d'ailleurs, pour cultiver cet imaginaire, de juste lire des revues érotiques. Pas des revues, de lire des romans érotiques. Sans que ce soit trop explicite pour permettre à votre imaginaire de créer le truc. De voir si vous avez encore des érections normales en lisant des trucs érotiques. Pour savoir si ça fonctionne encore bien. En tout cas, moi je passe pas par ça. On se rend compte que l'imaginaire, on est obligé d'avoir des situations de penser à des choses, et donc à quoi on pense? À des femmes. Ok. Mais à quelle femme on va penser? On n'est plus sur le site porno, on n'a plus le catalogue devant nos yeux. On pourrait pourquoi pas se dire tiens, je prends telle pornostar et je la prends dans mes fantasmes, je l'emmène dans mon lit. Le PC est éteint, hein, vous êtes tout seul avec vous-même. Mais le plus souvent, ce qui se passe, et pour moi c'est complexe, ça me fait culpabiliser de quelque chose, c'est qu'on est obligé de prendre des femmes qu'on connaît. Alors, on se comprend, c'est là où est la complexité du truc. Des femmes qu'on connaît, mais pas n'importe lesquelles. J'en parlais avec une amie avec qui je suis... Voilà, on parle assez librement de sexualité, et puis elle c'était mes problèmes. Et elle me disait... je sentais bien qu'elle riait, mais en même temps c'était une vraie question. J'espère que tu penses pas à moi. Bah non, je pense pas à toi parce que t'es mariée, et puis parce que t'es une amie, donc non. Je m'interdis certaines femmes. Imaginons que votre cerveau détraqué pense à quelqu'un de votre famille, bah, arrêtez tout de suite, quoi. Vous savez très bien que c'est pas cohérent, déjà il y a un truc qui a un problème. Mais de même que la compagne de votre meilleur ami, c'est pas possible. Certes, c'est pas vrai, mais quand même, c'est pas très sain, c'est pas... On est d'accord, hein, si vous arrêtez le porno, c'est pour avoir une image meilleure de la femme et de vous-même, allez pas vous salir davantage.
Du coup, on se retrouve avec des situations, des scénarios qu'on s'imagine avec la caissière du magasin que vous connaissez pas. Peut-être qu'elle est en couple, mais vous savez pas quel est son couple. Ou une nana que vous rencontrez dans la rue, que vous croisez, qui va à l'école à côté, vous savez pas qui elle est, mais elle est plutôt mignonne, et du coup vous l'incorporez dans votre scénario érotico-pornographique. Et il faut bien dire que c'est plutôt érotico-pornographique. C'est-à-dire que cette fille, il faut pas qu'elle reste là, vous regarder. Ça suffit pas, malheureusement. Vous allez la mettre dans la situation porno. Euh, voilà, vous allez passer par les positions du Kama Sutra dans votre tête, par l'imaginaire. Mais vous avez besoin de ce substrat pour vous exciter, sinon ça marchera pas. Vous faites l'expérience, vous verrez, si vous pensez à rien, ni à personne, ni à aucune situation, votre poireau, il va pas réagir, il va rester flasque. C'est pas comme ça que vous allez faire une bonne soupe aux légumes, si on peut dire. Alors évidemment, c'est un problème, si vous décidez vraiment de devenir asexué, pensez à la forêt, pensez à la montagne, pensez à n'importe quoi, vous verrez que ça a très peu de chances de fonctionner. Si on est honnête, si vous pensiez à rien, juste à manipuler le poireau, vous allez être quand même en érection. Mais c'est si vous voulez vous libérer de quelque chose, d'aller au bout du truc, que ça marchera pas. Par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est dans une phase de rééducation, en plus, parce que de toute façon, pour moi, le porno alimente énormément l'éjaculation précoce, et que donc vous masturbez pour vous exercer à vous retenir plus longtemps, ça suffira pas. Il vous faudra un support mental plus important que juste penser à la forêt. Vous n'irez pas au bout, ce ne sera pas une vraie action puissante, ce ne sera pas une vraie action forte, ça n'a rien à voir. En fait, quand on va sur un site porno, direct, on a le barreau. Voilà, là, on a une métaphore un peu avocate, on a le barreau, c'est très dur tout de suite, ça va vite, très vite. Quand on est tout seul dans son lit, avec l'imaginaire, c'est pas la même érection, c'est plus long, et ça met en place des mécanismes. Et moi, ça me pose problème, même si je pense que tout le monde fait pareil. C'est-à-dire que quand les femmes soit se touchent elles-mêmes ou ont des sextoys, elles doivent mettre des visages sur cette situation. Si elles sont en couple, il n'y a pas de problème. Je pense que, encore qu'on sait que les thérapeutes sont penchés sur le cas, et en fait les femmes pensent très peu à leur partenaire dans ces cas-là. Mais je veux dire par là que malheureusement c'est notre bréviaire imaginaire et que on va y mettre les visages qu'on veut. Ça peut être des acteurs, hein. Il y a des jeunes filles qui étaient très excitées par tel ou tel acteur. Bon, bah voilà, le mec, quelque part, on serait flatté, c'est pas dérangeant. Ce qui est plus dérangeant, c'est si vous êtes un... Il paraît que le fantasme le plus commun, quand vous êtes tout seul sous la couette, hein, homme ou femme, c'est la collègue de travail. C'est dérangeant parce que quelque part, ça veut peut-être dire qu'avec elle, vous aimeriez faire des choses, mais en même temps, elle ne le sait pas. C'était drôle parce que j'ai vu un documentaire comme ça, où le psy dit devant deux collègues de travail, un caméraman et puis la journaliste, le fantasme le plus commun, c'est d'imaginer la collègue de travail. Et les deux pouffent de rire. On peut penser que soit ils ils se sont dit, bah oui, ça m'est déjà arrivé. Ou ils se sont dit, waouh, la situation inconfortable dans laquelle ça nous met, parce qu'effectivement, on est collègue de travail. Ça peut être votre patronne. Et je pense que là, il y a une espèce de subversion de quelque chose. Elle est au-dessus de vous. Bah, pour une fois, c'est vous qui êtes au-dessus d'elle. Évidemment, dans la réalité des faits, vous ne l'aimez peut-être pas. Mais là, dans le lit, vous lui mettez cher. Et elle vous supplie à la fois d'arrêter et de continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une fois, c'est vous qui la dominez. Alors que la réalité des faits, peut-être que vous l'aimez pas du tout, que vous entendrez jamais, qu'elle vous fait faire. C'est une patronne. Donc voilà, il y a peu de chances qu'elle soit que bienveillante et qu'humaniste, mais dans le lit, c'est vous qui reprenez le dessus. Ça, je sais pas faire contre. J'ai pas trouvé de solution autre que d'imaginer des scénarios avec des filles croisées dans la rue, croisées des filles du passé, des filles de l'école, des filles de... Et puis après, que c'est interdit de dire un tel, ah non, je peux pas, elle est en couple avec un tel, non, je peux pas, je la connais trop bien, un tel, non, c'est une amie. C'est très complexe. À ce niveau-là, ça devient très complexe. On est peut-être vraiment dans la psychologie des fantasmes. Et peut-être que les psys diraient, mais en fait, c'est pas mal. C'est pas... Tout le monde le fait. Contrairement à ce que vous pensez, tout le monde le fait. Et que de toute façon, entre ça ou aller sur un site porno, il n'y a pas photo. Parce que imaginons même que vous masturbiez le poireau sur une amie
ou quelqu'un qui est en couple avec un ami à vous, psychologiquement, il se passera rien. Elle le saura pas, et si vous savez vraiment réfréner ce truc, elle le verra jamais, elle ne le saura pas. Ça prête pas un silence. Maintenant, le porno, ça prête un silence, surtout le porno amateur. J'ai vu hier un documentaire qui s'appelle Hot Girl Wanted, que vous pourrez trouver sur Netflix, et pas ailleurs je pense, qui parle de ces jeunes nanas qui arrivent dans le porno amateur. Au début, tout est beau. Elles ont de l'argent, c'est pourquoi souvent elles y vont. Elles aiment le sexe parfois, en tout cas elles ont déjà des partenaires, c'est pas déplaisant. Elles disent je vais être payée assez cher et je vais faire du sexe. Donc au début c'est cool. On leur prête une maison, elles sont ensemble, une espèce de communauté. Elles ont des voitures, voilà, la vie est simple, la vie est riche. La vie est complexe quand même parce que certaines jeunes filles n'ont pas osé dire à leurs parents. Elles sont parties comme ça en disant non, bah, je pars faire des études ou je pars faire une espèce de tour du monde. Enfin voilà, elles n'ont pas dit la vérité. Au début, tout se passe bien. Et même les premières relations, elles vont dire mes partenaires étaient très tendres, enfin très tendres. En tout cas, voilà, ils m'ont pris. En fait, c'est drôle parce que il y a un moment du documentaire, elles disent ah, c'était génial, les mecs sont trop cool, ils sont trop sympas. Donc, même quand elles ont leur premier rapport et qu'elles commencent à avoir une communauté qui les suit, elles vont en parler en bien. Et puis, le documentaire, il dure pas 15 minutes, hein. Il dure 1h30, 2h. Et progressivement, on se rend compte de ce que ça va détériorer en elles et de ce que ça va amener comme questionnement. Et que quand elles vont, par exemple, reparler de leur premier rapport, elles vont dire ouais, mon premier rapport, c'était, par exemple, un rapport en groupe. Un bukeke, je sais même pas comment on le dit. En gros, évidemment, j'ai été voir ce genre de choses à l'époque. Hein. Je trouve ça très excitant et très dérangeant, profondément. Moi, en tant que tel, j'aurais pas envie de le faire. C'est plusieurs mecs qui vont se branler sur une fille et éjaculer sur elle. Voilà, vous connaissez le truc. Si vous allez sur les sites porno, il est inévitable que vous connaissiez. Eh bien, elle va avouer que sa première scène, c'était une scène comme ça. Et qu'au début, elle nous disait c'était romantique, c'était tendre, c'était gentil. Ça veut pas dire qu'avant le tournage, elles n'ont pas pu échanger avec les acteurs de façon paisible, mais une fois dans le tournage, il y en a une autre, elle va expliquer que son premier truc, bien qu'elle avait dit que c'était génial et idyllique, c'était une gorge profonde où ça va tellement loin qu'elle est par une fellation profonde qu'elle avait envie de vomir, où on laisse pas la fille respirer. Enfin voilà, on arrive presque dans du torture porn. Et nous, les viewers, on voit ça, et on oublie la souffrance de ces filles-là, qui effectivement gagnent de l'argent, qui effectivement pendant un moment de leur vie vont dire c'est cool, je me trouve vraiment bien, j'ai trouvé ma voie. Et puis il y a l'après. C'est un peu moins vrai que les pornostars, bien que les pornostars, Brigitte Lahaie est devenue sexothérapeute. Ovidie a arrêté, elle veut faire du porno féministe. Et elle parle des dangers du porno. Enfin, il y a plein d'actrices porno comme ça qui ont arrêté et qui maintenant donnent des conseils en disant aux jeunes faites attention quand même, apprenez plutôt à faire l'amour correctement que de véhiculer ce qu'on donne dans ces films-là. Et on se rend compte que ces jeunes filles, au bout d'un moment, perdent pied. Certaines vont rencontrer un copain et qui vont être amoureuses. Le copain va dire je te respecte, et puis au bout d'un moment, il va dire ce que tu fais, j'ai l'impression un peu que tu te prostitues. Et la jeune fille, on sent, elle a 18-20 ans. Il dit, tu trouves que je suis une pute? Il y a un peu. Et là, on sent un peu les larmes dans les yeux de la fille, et puis les larmes dans les yeux du mec, parce qu'il l'aime vraiment, parce qu'il lui a dit, si c'est ton truc, quand il l'a connue, elle était pornostar, donc, mais ça commençait à poser des problèmes dans son couple. Et de même avec sa famille, quand elle a commencé à l'avouer, sa mère, parfois, au début, elle dit, bon bah écoute, je respecte ton choix, et puis après elle était en pleurs, elle disait mais je veux pas ça pour toi, t'es une fille intelligente, t'aurais pu faire tellement de choses. En plus, ces hommes-là te respectent pas. Dans le monde du pornostar amateur, ils expliquent que c'est un turnover, et qu'en gros, au bout de 6 mois, la fille est déjà grillée, et qu'une autre viendra la remplacer. C'est déjà une vieille actrice. Les hommes sont plus assez excités, les viewers, nous, le mois du passé, ne sont plus assez excités, donc ils vont aller sur d'autres femmes. Et pour gagner encore leur vie, elles vont devoir aller vers des trucs plus extrêmes. Des scènes avec des vieux,
Elle disait, j'avais 20 ans, j'étais avec un vieux de 50 ans. Et je devais jouer le rôle de la petite fille de la famille qui allait se faire toucher par l'ami de la famille. J'ai trouvé ça écœurant. Je parle de moi et je parle de elle. C'est ce qu'elle disait. Ou avec des objets énormes. Elle dit, voilà, le truc qu'on m'a donné, je dois me le mettre dans ma courgette. Vous avez compris ce que je voulais dire. Elle regarde le truc, elle fait, voilà, je dois mettre la moitié de ce truc dans ma courgette. Du bondage, donc être attaché, être un peu torturé. Enfin, plus ça va, plus ça se dégrade, et plus ces jeunes femmes vont avoir honte de ce qu'elles font, et vont avoir le même rapport qu'un viewer, en fait. Je veux dire, c'est dégueulasse ce que je fais, je me sens sale, je me sens impropre, et elles-mêmes vont dire la même chose. Dans le documentaire, elles sont 5 ou 6 filles, il y en a 2 qui ont continué, on ne sait pas pour combien de temps, il y en a 2 qui sont encore dans le porno amateur, les autres ont arrêté, il y en a une qui a ouvert un restaurant, preuve étant quand sa mère lui disait t'es capable de plein de choses. Elle a ouvert un restaurant et elle est en couple avec ce petit garçon, je vais dire n'importe quoi. Avec le garçon qui était dans ce documentaire, donc ils ont vraiment formé un couple et ils ont une vie complètement différente. Donc le porno nous abîme nous, mais le porno abîme aussi les femmes qui sont derrière la caméra. Et on oublie qu'elles ne... Il peut y avoir une notion de plaisir, mais au bout d'un moment, elle parle qu'il n'y a plus de notion de plaisir. Hein. Il y en a une qui a une maladie à l'intérieur de son sexe, tout simplement, parce qu'elle fait trop l'amour, qu'il y a une espèce de rendement, quoi. Tous les jours, elle travaille avec des scènes longues, avec des partenaires multiples. Enfin voilà, elles se mettent en danger, et donc, eux comme nous, elles comme nous plutôt, on sait que c'est mauvais. Nous, on n'y va pas pour l'argent, on y va parce que ça fait très longtemps que c'est comme ça. On sait ce que le sexe procure à l'homme ou à la femme. On sait que c'est addictif, on sait que ça anime des zones du cerveau. Mais on oublie quand même trop souvent, il est vrai que ces filles, même si elles sont tout sourire devant la caméra, elles le font pour de l'argent, elles le font pour des raisons qui ne sont pas très justes, et que des années plus tard, elles pourraient le regretter. Ce documentaire, quand on y réfléchit, ne nous apprend pas grand-chose. On se doute bien que c'est comme ça. Que faut être lucide. Les actrices porno le disent. Parfois, on a des vrais orgasmes, mais la plupart du temps, on simule. Les mecs vont le dire. Là, ça parlait pas de ça. On voit assez peu les mecs. Là, c'était sur les filles. Mais les mecs vont dire, bah, oui, on est obligé. Certains sont obligés de prendre des stéroïdes, des produits pour durer plus longtemps, pour bander encore. Certains, ils ont même plus d'excitation devant un corps de femme, tellement ils en ont vu. Donc il faut aider. Enfin, ça devient complexe même pour les acteurs. Et ce qui est terrible, surtout pour les filles, les acteurs porno, il y a toujours une espèce d'aura, on va dire, ouais, attends, t'es acteur porno, waouh, génial. Combien t'as pris de filles, enfin voilà, même après. Mais une fille qui a fait du porno. Sur internet, les images sont là jamais, et donc ces gamines, on voit les prénoms et les pseudos dans le documentaire, elles sont sur internet à jamais, elles ne pourront pas retirer ce droit d'image. Je ne pense pas qu'elles en aient le droit, et techniquement elles ne pourront pas le faire. Il y aura toujours quelqu'un qui va distribuer leurs vidéos. Ce qui fait que même si elles ont arrêté et qu'elles sont vraiment dans une relation heureuse, qu'elles sont devenues mamans, il y a toujours quelque chose qui pourra leur rappeler « Ah, je t'ai vu toi hier, t'es une sacrée coquine quand même, hein. T'as l'air comme ça, t'es romantique, peut-être que t'as été sur un chemin spirituel ou 2 fois, mais je sais que t'es une grosse salope, quoi, en gros. » Et ça, malheureusement, ça les poursuivra à vie. Maintenant, on se rend compte aussi que celles qui ont su en sortir, et du coup, Brigitte Lahaie, Ovidie, Clara Morgan, c'est celles auxquelles je pense, comme elles sont sorties du porno depuis pas mal de temps et qu'elles en parlent, elles peuvent aller sur des plateaux télé, elles peuvent, et on les assimile moins à des pornostars. On va dire oui, effectivement c'est des anciennes actrices porno, mais certaines sont devenues animatrices, certaines sont devenues plus ou moins sexothérapeutes, certaines ont suivi des formations, et du coup, elles sont des anciennes pornostars. C'est-à-dire que même le mec sur le plateau télé, j'ai ressenti ça assez véritablement, c'est plus comme si elle en faisait maintenant. C'est plus comme si on la voyait tous les jours. On peut la voir si on veut, on peut la retrouver, se dire « Ah, quand même, c'était une sacrée coquine », mais c'est pas pareil. Mais il faut du temps, et ça, c'est pas toutes les pornostars. C'est celles qui ont réussi le mieux à s'émanciper du truc.
C'est comme les footballeurs, hein. Il y a des footballeurs qui ont fait carrière, qui étaient des très bons footballeurs, et qui après, la... c'est comme dans le porno d'ailleurs, le football, il y a une limite d'âge, et à un moment où vous êtes... Dans le porno, ils en parlaient un peu, tu peux devenir une MILF, une maman qu'on aime baiser, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc tu pourras être le fantasme de certains qui veulent coucher avec des femmes qui ressemblent à leur mère, en gros. Mais sinon, la carrière s'arrête plutôt tôt, et comme dans le football, en raison de... Le corps peut pas faire les mêmes choses à 20 ans qu'à 40, et bien certains vont vivent de ce qu'ils ont touché, s'ils ont su économiser assez, et d'autres vont se réinventer une vie en devenant chroniqueur sportif, en devenant comme Lisa Razou, qui est un très bon, comment on appelle ça, journaliste sportif, quoi. Souvent, il fait les commentaires, je trouve juste, intelligent. Voilà, il a réussi sa carrière. D'autres qui vont devenir entraîneurs, enfin, ils vont se réinventer une vie, mais c'est quand même moins complexe. Il y a moins de difficultés à dire je suis un ex-footballeur que je suis une ex-star du porno. Enfin, tout ça pour dire que ça ne touche pas que nous, les viewers, mais que ça touche aussi les femmes derrière. C'est un peu comme le côté végétarien, quelque part. C'est le jour où on prend conscience qu'on fait partie d'une chaîne et que cette chaîne, elle est alimentée en permanence. Et que si jamais on participe plus à cette chaîne et qu'on était nombreux à ne plus participer à cette chaîne, elle s'arrêterait, elle pourrait plus tourner. On serait obligé de faire du bio, on serait obligé de faire autrement, on serait obligé de mettre plus en avant les produits végétariens et véganes, mais tant qu'on l'alimente, tant qu'il y a des gens qui vont encore dans cette chaîne alimentaire, eh bien on continuera. Le porno, c'est pareil. Si un jour, par une conscience éveillée, élevée, les hommes se rendaient compte qu'il vaut mieux aller vers les femmes et se tourner vers d'autres approches et abandonner le porno coulerait. Et d'ailleurs, c'est pas complètement faux, puisque le porno classique des grands-mères, entre guillemets, les VHS, avec une thématique précise, ce porno-là est de plus en plus en train de couler. En raison des nouveaux formats où on va sur Internet, où tout est gratuit, et donc les films sont beaucoup moins payés qu'avant, où les actrices peuvent être amatrices ou semi-amatrices. Ça revient moins cher, ça satisfait tout autant de clients, et ça fait couler l'industrie du porno. J'ai envie de dire, tant mieux. Pour toutes les séquelles que ça peut laisser aux filles comme aux gens qui vont les regarder, finalement, ce serait mieux. Ce serait que le porno coule, réellement. Parce qu'il y aura toujours ce côté exploitation. Là, quand on parle des animaux, c'est de l'exploitation animale. Là, c'est de l'exploitation humaine. Et il y a toujours cette notion de oui, mais c'est pas grave, c'est agréable quand même. Oui, de toute façon, manger de la viande, moi j'ai été pendant longtemps omnivore, c'est bon. Un barbecue, c'est bon, c'est plaisant au papilles quand c'est cuit. C'est super bon, les odeurs, même le goût. Je veux parler du goût, c'est bon. Une brochette, c'est bon. Les fruits de mer, c'est bon. C'est bon, mais quand tu en prends conscience et que tu sais la vie qu'il y a derrière, ça a pas le même goût. Bien du coup, ce documentaire peut vous aider à prendre conscience, si vous ne l'avez pas du tout, de ce que c'est que le porno. Moi, je me suis déjà pas mal intéressé, j'ai déjà vu des documentaires, même les prostituées, où c'est encore différent les prostituées, mais finalement, quand même, ce sont des pauvres filles souvent qui se disent bon bah c'est une façon facile de gagner de l'argent. Il y en a d'autres qui sont pris dans un truc, elles ont un enfant puis il faut qu'elles le fassent vivre. Il y en a d'autres qui ont vécu des traumatismes sexuels et du coup ça leur permet de salir davantage et de se réparer en même temps. Mais on est dans cette dualité des deux. Mais je pense que n'importe quelle femme à qui on dirait je te donne un boulot sain, bien payé et où tu te mets pas en danger, elle dirait oui. La prostitution, c'est un petit peu la même chose, et moi je suis pas du tout pour qu'on interdise la prostitution pour ces raisons-là. Pour ces hommes qui, en allant voir des femmes, vont éviter de faire des choses terribles, et je pense que ça réfrène des pulsions, mais je serais pour qu'on réouvre les maisons closes de façon à ce que ces filles soient sécurisées. Qu'elles aient même une sécurité sociale qui va régulièrement faire des tests, qu'ils aient un service d'ordre qui les protégera, qu'elles soient au chaud, que ce soit pas rapide, que ce soit même pour le client propre, accueillant, pas dans une camionnette, pas dans un bois, pas... Je serais pour la réouverture des maisons closes. Parce que je pense pas qu'on pourra interdire, je pense pas qu'il le faille. C'est comme ça, la nature humaine est comme ça. Mais en tout cas, rendre les choses plus agréables.
pour le client comme pour la femme et surtout pour la femme. C'est elle en premier lieu qui est dans le froid, c'est elle en premier lieu qui risque d'être emmenée par un mec qui est malade, et c'est déjà arrivé. J'ai vu des documentaires sur les prostituées. Il y a des mecs qui se comportent très bien hein, avec elle, qui vont parler, qui vont demander à faire l'amour. Elles vont lui dire, je suis pas vraiment pour ça, mais si tu paies la nuit, pourquoi pas. Et puis il y en a d'autres qui un jour vont l'amener, et puis vont la taper. Et... ben voilà, c'est des vies assez tristes quand même. Dans ma région, on avait une prostituée dans la forêt, c'était la seule du coin. Du coup, ça devait bien fonctionner pour elle. Et on a appris un jour, c'est arrivé dans le journal local, c'est une histoire vraie, c'est une espèce de légende urbaine, qu'elle avait économisé assez d'argent pour prendre sa fille et partir vivre dans le Midi, loin de tout. Donc en gros, elle avait un rêve depuis longtemps, moi j'ai jamais été la voir, mais qu'elle ne disait pas, c'était la prostituée du bois, hein, quelque part, on savait qu'elle était là, on sait qu'à ce moment-là, les hommes viennent. Eh bien, elle avait un projet en tête, c'était partir avec cet argent, très certainement, parce que l'argent, il venait de là, pour élever sa fille ailleurs, loin de toute cette merde. Donc c'était une belle histoire dans cet aparté. Et c'était amusant de trouver ça dans le journal local. Enfin, la prostituée pouvait prendre la parole et dire je ne suis pas que ça. Je visais à d'autres choses. Je vais enchaîner sur la troisième partie. J'espère que vous trouverez dans ce que je dis des choses importantes ou utiles. J'ai pas créé de paragraphe vraiment parce qu'il n'y a pas de thématique précise, il n'y a pas de sens précis. Ça pourrait être pris dans tous les sens quelque part, comme sur les sites porno. Donc voilà, je ne sais même pas quelle va être la troisième partie, je vais réfléchir aux points importants quand on essaie de sortir de l'addiction au porno, ou qu'on prend conscience qu'on aime trop ça, et qu'on n'aime pas le fait d'aimer ça. Si vous aimez, c'est pas dérangeant, continuez, ça pose pas de problème. C'est quand vous vous rendez compte que ça vous pose problème que là il faut réfléchir, essayer de trouver des solutions, et de s'arrêter, de se dire oui, j'ai un problème avec le porno. Donc, troisième partie. La troisième partie, c'est peut-être la partie la moins simple, c'est les solutions. Je suis désolé de vous apprendre qu'il n'y a pas de vraie technique pour arrêter le porno. Ça va être selon vos aspirations, ça va être selon le chemin que vous avez choisi. Moi, ça a été la foi. Je vais le répéter pour une ultime fois, mais pour que vous compreniez, parce que déjà, vous pouvez tomber sur la vidéo par hasard. J'ai en face de moi, là, je regarde présentement, un cadre avec un ange qui me sourit de façon bienveillante. J'ai une croix, donc la croix du Christ. Techniquement, mon ordinateur est devant, et derrière, j'ai ce cadre. Je ne peux pas me masturber devant le Christ. Voilà. C'est mon garde-fou à moi. Je peux, si jamais je cédais à ma pulsion de nouveau, prendre le cadre. C'est un cadre qui est posé. Je peux le prendre et le mettre ailleurs. Mais je ne veux absolument pas le faire. Ça peut être évidemment une des choses qui pourra vous aider, votre foi. Que vous soyez catholique, chrétien, parce que je fais une nuance entre les deux, musulman, bouddhiste, peu importe. Vous pouvez vous dire c'est par rapport à ma foi, c'est dans ma foi je vais trouver quelque chose qui va m'aider. Parce que je sens que c'est vraiment pas bon pour moi, ça peut être une des options envisageables. Ça peut être ce qui vous aiderait à décrocher, et non pas votre cadre, mais décrocher du porno. Ça pourrait être simplement votre sentiment de culpabilité et de honte. Comme je le disais, le porno, c'est pas le genre de truc qu'on met à fond. Enfin, en tout cas, moi j'en étais jamais arrivé à ce point-là, j'aurais super honte que mes voisins, même s'ils imaginent bien, ils me voient toujours tout seul, imaginent bien que j'allais sur ce genre de site. Mais un jour j'ai un ami qui est voisin, on habite l'un à côté de l'autre, il me téléphone, il me dit t'es en train de regarder du porno là. Et j'ai eu peur, j'ai cru qu'il entendait. Il fait non, non. Et j'ai réalisé à ce moment-là, je me suis dit putain, c'est vrai que c'est un truc honteux quoi. En été, il n'y a pas de porno. Le porno, il est à volume baissé. Comment se fait-il, puisque ça vous dérange pas, que vous ne le fassiez pas écouter à tout le monde, comme de la musique? Pourquoi est-ce que c'est dérangeant quand quelqu'un arrive chez vous, des amis ou quelqu'un de votre famille, pourquoi vous restez pas dans votre porno? C'est pas dérangeant, c'est un fond comme un autre. C'est comme de regarder la télé. C'est pas comme de regarder la télé? Ok, on est d'accord, c'est que vous avez bien cerné le truc.
Donc ça peut être votre culpabilité, votre honte, votre dégoût de vous-même, parce que vous savez très bien, quand on va sur ces sites-là, on ne prend pas la première vidéo qui vient. Il y a des gens d'ailleurs, il y a des stats qui ont été faites qui montrent qu'ils vont passer des heures avant de choisir la vidéo, qui va leur durer quelques minutes à peine, mais ils regardent dans le catalogue, alors, gros sein, ouais, ça j'aime bien, gros sein brun, gros sein, enfin gros sein avec une brune, oh, ça j'aime bien, gros sein blonde, gros sein rousse, ah j'avais pas pensé, tiens c'est original. Enfin voilà, vous savez très bien que vous pouvez taper sur les catalogues, vous pouvez regarder dans les catégories, tout est fait pour vous, on peut tout y trouver, et c'est une tristesse en plus, on ne se contente pas, lorsqu'on va régulièrement sur les sites porno, du premier fantasme qui nous est proposé. On aura envie d'aller vers autre chose, parfois qui ne nous ressent pas, on se dit mais pourquoi je regarde ça? Il y a une espèce de morale et d'éthique qui fera qu'on se dira non ça je peux pas. Mais comme je disais, moi à l'époque où j'avais 30 ans, eh bien je m'intéressais aux femmes qui étaient matures. Alors que dans la vraie vie, non. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est un fantasme qui était contraire à ma nature, mais ça m'excitait. Voilà, les femmes matures, on sait qu'elles ont de l'expérience, hein. Après, honnêtement, je pense que de faire l'amour réellement avec une femme qui est mature, c'est quelque chose de plus enrichissant qu'avec une jeune femme. Parce que la femme mature, elle connaît son corps. Si elle a eu la chance de développer ça, parce qu'il y a des femmes qui vont ignorer complètement leur sexualité, je pense elle connaîtra mieux son corps, le plaisir de l'homme et son plaisir à elle. Et donc, ce sera plus épanouissant. Il faut savoir qu'à une époque, il était de coutume de se déniaiser, d'avoir son premier rapport avec une femme plus mature. Et ça pouvait être parfois une amie de la famille. Est-ce que c'est mal? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr dans le sens où, pour moi, ça serait pas passé comme ça, mais je connais quelqu'un, c'est une amie de... Là, c'est un exemple, c'est pas une anecdote, c'est un exemple. Je connais quelqu'un, elle est célibataire, t'es puceau depuis tant d'années, je la connais, elle est douce, elle est pédagogue, elle est compréhensive, elle est sensuelle, elle est belle, elle est attirante. Et donc, pourquoi pas avoir une relation avec elle? Ce sera pas une relation d'amour. Le but, c'est pas de tomber amoureux, c'est d'avoir sa première relation amoureuse avec une femme qui va prendre le temps. Et si, comme la première fois, très souvent, vous allez trop vite, c'est souvent le cas lors du premier rapport, c'est pas grave, c'est normal, tous les hommes sont comme ça. De par mon âge, je sais par expérience que ça viendra avec le temps. T'as eu peur de moi, je te fais peur. T'as peur de mon corps, t'as peur de... Je pense donc que c'était pas vraiment dit, c'était pas une coutume, mais on sait que les jeunes hommes allaient souvent avec des femmes plus âgées, qui pouvaient être conseillées par des amis ou par la famille. Je suis pas sûr que c'était une si mauvaise idée, plutôt que d'aller avec une jeune fille qui ne connaît pas son corps, qui serait juste là pour le rapport sexuel, juste pour dire je veux plus être pucelle ou je veux plus être puceau. Et vous voyez, j'aurais pas dit ça dans le sens contraire. J'aurais pas conseillé à une jeune femme d'aller voir un homme plus vieux de la famille, parce que c'est pas pareil. Parce qu'il n'aura pas nécessairement ce côté pédagogue, il n'aura pas nécessairement ce côté... En tout cas, pour moi, c'est pas pareil. Dans mon esprit, c'est pas pareil. La femme a cette intelligence que l'homme n'aura jamais. C'est comme ça que je le ressens. Et la femme a une connaissance de son corps que l'homme n'aura jamais. Si, l'homme, il a une bonne connaissance de son corps, mais c'est normal. On prend un poireau, on peut l'agripper même quand il est au repos. Le poireau, il agrippe pas dans tous les sens. La femme, c'est plus complexe. Et par contre, j'étais super étonné en voyant un documentaire sur ce sujet qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Waouh, ça me semble incroyable. Ça me semble incroyable parce que déjà, c'est la zone la plus érogène pour elles. Donc même en faisant du cheval, par exemple, elles peuvent ressentir et se dire waouh, c'est quoi ce truc? Je me sens un peu waouh, j'aime bien du coup. J'ai appris que des petites filles, et ça m'a un peu choqué, mais enfin c'est de la nature, c'est des nanas qui parlaient sur un plateau, que la petite fille à 6 ans découvre l'origine de son clitoris, qu'elle peut. La mère peut arriver, puis la fille est en train de se frotter sur le coussin. Quand même, merde, je savais pas que c'était aussi jeune. Et malgré tout, il y a des femmes qui connaissent pas leur clitoris. Alors ça peut être très probablement lié au fait que, apparemment dans les livres d'anatomie classiques de maintenant, on parle toujours pas trop du clito. À l'école, on n'en parle pas trop. Et cet organe, il pose beaucoup de problèmes, notamment aux religions, parce qu'il n'a aucune raison d'être sur la femme. Il n'aide pas
à la procréation, il n'aide pas à la natalité. C'est un organe uniquement du plaisir. Mesdames, peut-être que, puisque ça existe, si jamais vous n'avez jamais exploré votre clitoris, sachez que c'est uniquement dédié à votre plaisir. Et que c'est l'organe qui va certainement vous donner le plus de plaisir. Les femmes qui ont été abusées dans leur enfance, ou violées, arrivent très souvent à avoir un plaisir clitoridien et ont beaucoup plus de mal avec le plaisir vaginal. Il y a donc des stages où vous pouvez aller voir des sexologues, des thérapeutes qui vont vous montrer avec des miroirs dans l'intimité, des thérapeutes, je ne parle pas de n'importe qui, vous faire découvrir votre plaisir, votre anatomie, si vous n'avez jamais osé regarder dans ces parties qu'on dit honteuses. Et sinon, pour celles qui vraiment seraient larguées, c'est un petit peu au-dessus de l'endroit où vous faites pipi, quelque part, au-dessus de votre vulve, au-dessus de votre antre, au-dessus de votre sexe, celui que vous connaissez le plus, celui que vous, peut-être si vous avez des rapports, l'homme pénètre. Parce qu'il y a des hommes qui, effectivement, ne savent pas non plus que vous avez un clitoris, ou ils s'en moquent. Ça ne les intéresse pas, puisqu'ils cherchent leur propre plaisir, donc pour eux, c'est la pénétration. Ce qu'ils ignorent, c'est que quand ils pénètrent, la femme, malgré tout, son clitoris est stimulé. Et c'est encore une fois davantage un plaisir clitoridien que vaginal. Et c'est pourquoi les femmes qui connaissent bien leur corps savent que si elles veulent vraiment être à un truc, à l'acme du plaisir, je crois qu'on dit acme, et bien pendant la pénétration, elles auront tout intérêt à se stimuler le clitoris, et là, ça va être l'extase absolue. Il y aura pénétration, il y aura la sensation de l'homme en elle, il y aura les mouvements, parce qu'il y a le plaisir vaginal, on ne peut pas le nier, et en plus un plaisir clitoridien. Mesdames, vous êtes des objets de désir incroyables. Ne passez pas votre vie à vous intéresser à des choses, parce que, moi j'ai pas honte de le dire, ça peut sembler bizarre, mais imaginons que j'ai une autre vie, je veux être réincarné en femme. Mais j'aime pas les hommes. Alors c'est le problème, c'est que je veux être réincarné en femme pour être seul, découvrir mon corps, m'acheter, il y a tout plein de gadgets maintenant, et même si vous n'êtes pas doué avec ça, vous dites non mais j'ose pas, il y a des gadgets que vous mettez qui vibrent, vous le mettez au milieu de votre anatomie, à l'endroit idéal, vous n'allez même pas vraiment le cibler, très vite vous allez le découvrir, dire ah oui ça doit être là, ça peut pas être autrement. Et vous avez rien à faire, juste vous laisser aller. Et il me semble que c'est important de le faire. C'est important de comprendre, parce qu'après, les femmes qui ont appris à connaître leur corps auront des relations plus épanouies avec leurs partenaires. Elles savent ce qu'elles aiment, elles savent ce qu'elles veulent, et ce sera plus simple après dans leur relation avec un partenaire. Donc ça peut être important. De toute façon, j'ai une amie qui pense à faire une vidéo sur la sexualité, et évidemment, moi je peux pas développer l'aspect sexualité de la femme, elle le pourra davantage, si jamais un jour elle veut mener à bien ce projet, mais c'est évident qu'il y aurait plein de choses à dire sur la sexualité de la femme. Et c'est vrai que là, je paraphrase, mais quelque part, il n'y a pas de choses qui vont faire, vous allez vous arrêter. C'est la volonté, c'est la détermination, c'est la honte, la culpabilité, ça peut être la foi. Évidemment, mais bon, c'est des conseils de bon sens, de pratiquer de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie, qui va vous apprendre à vous canaliser, à vous calmer, que pourrait-on donner comme conseil sage et raisonnable de faire du sport? Vous voyez, on est sur des trucs simples, d'avoir d'autres activités en fait, d'aller dans le créatif, de faire d'autres choses que vous ne faisiez pas avant, et que dès que vous avez cette envie, de faire autre chose. Cette envie honteuse qui vous prend, parfois ça me revient, je suis en train de faire un truc, et en fait c'est comme ça que je me dis qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Ah oui, d'accord, à ce moment-là j'allais sur un site porno. C'est bref comme truc, mais ah oui, d'accord, je comprends. Je vois où j'étais à ce moment-là. Eh bien, à ce moment précis, vous avez cette idée qui est très brève, ça vous traverse l'esprit. Il faut faire autre chose. Il faut écouter une musique qui vous fait du bien, il faut regarder un film qui va vous plonger dans autre chose. Il faut vous éloigner de ces idées. C'est un peu comme si on vous demandait de ne réfléchir à rien. En fait, pour moi, il y a un vrai adversaire de l'homme, c'est l'ennui. Que vous soyez
en dépression, que vous soyez très seul, que vous soyez... Le pire, c'est si vous vous ennuyez. Si vous ne mettez pas de l'animation dans cette vie-là, si vous n'avez pas de passion, je vous plains très sérieusement. Moi, j'ai plein de passion, heureusement. Donc des fois, je peux être, évidemment, je suis dans les moments de sombre, je suis dans le brouillard, je suis dans le... Et arrive une nouvelle vidéo que je n'avais pas vue, ou un nouveau film, je le lance, pouf, ça y est, je suis dans autre chose. J'ai envie de parler du film, j'ai envie de parler de... Je suis en train de me pencher sur ce qui est dit dans le podcast, enfin... Il faut relancer ce truc. Alors ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi sortir, ça peut être aller voir du monde, ça peut être au contraire aller voir plus de monde. Et puis vous avez le droit, il y a un terrain qui reste un peu inexploré et dont vous avez peur, c'est celui d'aller vers la femme, la vraie, celle de chair. Au début, vous aurez peut-être encore des espèces de flashs de pensée coupable, en vous disant elle est belle, mais elle est bonne aussi, parce que je vois en dessous son pull, ses seins qui sont énormes et qui donnent envie. Ça, je peux pas vous cacher que c'est comme ça. Je pense malheureusement les hommes fonctionnent comme ça. Hein. Ceux qui aiment les seins, pour nous, c'est un truc de fou. Vous pouvez pas savoir, mesdames, sauf si vous êtes lesbienne. Alors que ça sert juste à donner à manger au bébé. Mais pour nous, quand on aime les seins, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Mais si l'homme au moins arrive à dire vous êtes belle et vous êtes bonne, vous avez gagné. Il y a des mecs qui vont dire ouais, elle est bonne. Tu vois. Il n'y a même pas le elle est belle, j'aimerais en faire ma compagne. J'aimerais me promener main dans la main avec elle, et j'aimerais aussi mettre mes mains sur ses seins. Mais c'est un ensemble de choses. Donc oui, d'aller vers la rencontre de la femme, et mettez de côté le sexe. Vous savez que pour le moment, pour vous, c'est un peu compliqué. Il y a certains même qui prônent l'abstinence sexuelle totale, parce qu'ils pensent que ça va redonner des envies. Moi, j'en suis pas à ce point-là. J'arrive à ne plus aller sur les sites porno, sans pour autant arrêter d'avoir une vie intime avec mon poireau. Mais de prendre le temps de séduire des femmes, d'apprendre la séduction, d'apprendre à communiquer avec les femmes. Je pense que ce rapport que vous avez eu dans la pornographie pendant longtemps, pour les cas les plus extrêmes, vous a rendu timide, coupable, culpabilité, coupable, et avec un cruel manque de confiance en vous. Parce que vous vous sentez honteux, sale en permanence. Là, vous êtes en train de vous nettoyer. Ça ne va pas se voir tout de suite, mais ça se verra un jour. Et donc, d'aller voir les femmes, de parler avec elles, d'essayer de comprendre leur psychologie, de voir ce qui les fait sourire, de voir ce qui les... Et puis après, si jamais il y a, d'envisager une relation, mais d'aller vers les femmes, plutôt que de penser à finaliser quelque chose, juste d'aller vers la rencontre, ce qui est vraiment pas simple du tout. Les hommes n'osent plus, en raison notamment à cause de l'harcèlement de rue, mais pas que. C'est compliqué parce qu'il y a des gros cons qui abordent les femmes avec tellement peu de pédagogie que inévitablement elles se braquent. Donc c'est le premier aspect. Les femmes de maintenant en France ont assez peur des hommes et c'est légitime. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est dur d'aller vous voir pour parler. Parler de quoi? De quoi on va parler? De ma vie passionnante, super, magnifique. Je n'ai pas grand chose à dire, hein. Enfin, personnellement, dans ma propre vie, très souvent les conversations, si vous êtes à une soirée, ça va tourner autour de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon là déjà je suis dans la complexité. Hein. Dans mon cas je suis dyspraxique et je travaille pas. Donc on va mettre ça de côté. En fait, il faut que vous mettiez en avant vos atouts. J'avais un ami à qui j'en parlais, il me disait mais tu t'intéresses à plein de choses, alors c'est vrai que ta vie, elle est complexe. Par contre, il y a des trucs qui sont intéressants que moi j'ai pas. Tu aimes le cinéma, tu pourrais parler pendant des heures de cinéma avec une femme. C'est vrai que dans l'absolu, si j'y arrivais, je pourrais lui conseiller 1001 films. Ça, c'est possible. Eh bien, je pourrais par exemple parler de cinéma. Je pourrais parler de musique si je me sens à l'aise. C'est vrai que c'est des domaines que j'aime. Si je mettais de côté ma timidité. Et vous, c'est la même chose. Vous avez certainement vos passions à vous. Il y a des mecs peut-être qui réalisent des films. Et à mon sens, c'est passionnant. Alors peut-être que votre court-métrage, il n'est pas abouti. Vous êtes en train d'écrire des dialogues, d'imaginer, de trouver un casting. Enfin, c'est pour quelqu'un qui s'intéresse, c'est passionnant. C'est inhabituel. Peut-être que vous écrivez, peut-être que votre truc, c'est la littérature. Évidemment, ça dépend de qui vous avez en face de vous. Hein. Si vous avez une candidate de télé-réalité, le fait que vous faites de la littérature ou de la poésie, elle ne va pas comprendre le cadre de ce que vous dites. Hein. Donc forcément, ça, c'est plutôt dans les trucs de séduction, mais
Si vous êtes un littéraire, il y a des chances que vous rencontriez la femme qui vous correspond, peut-être même la femme de votre vie, dans une bibliothèque. Elle rêve des écrivains, c'est ce qui nourrit son imaginaire, et donc dans une bibliothèque, vous avez des chances de rencontrer ce type de femme. Ça fait très cliché, mais quand même. Et si vous êtes sportif, une femme qui est dans une salle de sport, a priori déjà vous avez un point en commun important. Si c'est au cinéma, et que régulièrement vous voyez la même jeune fille au cinéma toute seule, c'est qu'a priori elle aime le cinéma et qu'elle est toute seule. Donc il y a déjà des affinités de base. Mythic Affinity, que je connais pas. Malheureusement, je pense qu'il y a des mecs qui l'utilisent pour dire ouais j'ai telle ou telle affinité pour plus que aller dans l'affinité niquer. Mais Mythic Affinity, ça partait d'un très bon principe. Plutôt que de parler du physique, plutôt que de parler ou que du physique, on va s'intéresser à ce que vous aimez vraiment. Et de faire une espèce de carte détaillée de ce que vous aimez. Quel est votre film préféré? J'en sais rien, c'est peut-être pas ça. Mais... Quel est votre film préféré? Quel est votre style de musique préféré? Quelle est l'ambiance que vous préférez quand vous êtes seul? Quelle est l'ambiance que vous préféreriez quand vous êtes en couple? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quel est votre plus grand fantasme? Ça peut être un peu plein de domaines, comme une espèce de portrait chinois croisé. Et à l'époque où c'était encore un peu juste et où il y avait des gens légitimes qui allaient sur Mythic Affinity, je connais un couple, une jeune femme, encore une anecdote personnelle, mais l'anecdote personnelle est importante, et ces personnes-là sont anonymisées, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas, quand je parle d'elles, elles pourraient se dire « Ah, c'est moi », mais je ne dis pas qui elles sont, on est d'accord? Je connaissais une jeune femme qui était vierge à 30 ans, on pensait tous qu'elle serait vierge jusqu'à la fin de sa vie, on pensait tous même qu'elle n'avait pas de désir et qu'elle voulait pas du tout avoir un partenaire. Elle s'est inscrite un peu secrètement sur Mythic Affinity. Elle a rencontré un homme. Et a priori, ça fonctionne parce qu'ils sont en couple depuis des années et des années et des années. Et en fait, cette jeune femme avait plein de désirs secrets, une libido normale, quoi, comme tout le monde, et elle fait l'amour avec son partenaire, et voilà. Elle avait, elle aussi, des désirs. C'est pas parce qu'elle était vierge à 30 ans qu'elle ne rêvait pas de rencontrer quelqu'un. Par contre, elle voulait quelqu'un de bien. Et elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un de bien, parce que vraiment, j'ai pas entendu parler d'elle avec des expériences négatives. Le premier qu'elle a rencontré, c'était le bon. Je pense qu'elle a mis du temps. Je pense même que ce serait vraiment rocambolesque de l'interviewer, parce qu'à mon avis, elle a mis des mois et des mois et des mois avant de parler avec lui. Même d'échanger par mail, ça a dû être compliqué. C'était une vieille fille, 30 ans, toute seule, des habitudes, enfin voilà. Et puis, le jour où je l'ai vue et qu'elle commençait à être en couple, je la connaissais depuis mon enfance, et en fait, on s'est toujours tourné un peu autour, mais j'étais trop timide pour l'aborder. Néanmoins, elle a toujours demandé mes nouvelles, elle a toujours demandé des nouvelles à ma mère, qu'est-ce que je deviens, parce qu'on sentait bien qu'il y a un truc entre nous, sauf que j'étais incapable de lui exprimer, et d'être en face d'elle, et de parler avec elle. Et le jour où elle était en couple, elle avait changé de coiffure, elle était habillée différemment, et c'était peut-être pas le bon moment, c'est triste, mais on était à une brocante, sur une brocante ensemble, donc du coup une brocante ça va parce qu'on peut être devant ou un peu derrière, et il y a eu un moment où j'ai besoin de lui dire écoute, je sais pas si je vais te le dire, mais t'es vachement mignonne comme ça te va bien. Et peut-être qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que t'es con, pourquoi t'as attendu tellement de temps pour le dire, je suis en couple. Mais c'est justement parce qu'elle changeait des choses en elle que je me disais, waouh, la vache, à quel point elle est mignonne, à quel point elle est sexy, à quel point elle est attendrissante. Et ça l'a flattée, je pense, comme tout compliment bienheureux, et pas le ouais, t'es bonne. L'accent est peut-être de trop, mais vous voyez ce que je veux dire, de siffler quelqu'un dans la rue, une femme, dire ouais, t'es bonne, j'ai trop envie de te péter le cul. Ouais, alors c'est pas vraiment la formule qu'il faut employer, jeune homme, ça me donne pas vraiment envie de m'exercer à ma libido, qui est plutôt littéraire, vois-tu. Forcément. Mais si vous dites à une femme un compliment qui est sincère, même si c'est pour le but de la séduire et après d'avoir un rapport avec elle peut être saoulée parce qu'elle en a eu trop, mais un compliment qui est bien amené, s'il n'est pas lourd, et si vous savez, si la jeune fille vous dit, vous faites un compliment qui est vraiment bien amené, vous mettez beaucoup de pédagogie, et qu'elle vous dit je suis en couple, voilà, c'est fini. Elle est en couple, c'est peut-être pas vrai, mais elle va vous dire stop, j'ai pas envie que tu me saoules, donc rentre chez toi,
j'ai envie d'être seul, ou j'ai vraiment un mec, ça te regarde pas, barre-toi. C'est à vous de le comprendre. Ou les filles qui, comme je disais, sont harcelées dans la rue. Marion Seclin, je crois, elle fait une vidéo pas dans la rue. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, en même temps je comprenais ses détracteurs. C'est-à-dire que des belles rencontres dans la rue, ça peut se faire. Maintenant, c'est vrai que les filles doivent être tellement harcelées, ça doit devenir lourd. Mais le problème du pas dans la rue, ça veut dire qu'elle, venant d'un environnement un peu bourgeois quand même, elle pourrait pas faire la rencontre à quelqu'un qui serait d'une caste inférieure à elle. Par exemple, peut-être que Marion Seclin pourrait flasher sur moi, qui suis pas dans le milieu, qui m'intéresse à la littérature, qui m'intéresse à plein de choses artistiques, mais on n'est pas du même milieu. Je vais pas aller dans les endroits où elle va. Je vais pas aller dans les clubs où elle va. Je vais pas aller dans les soirées privées où elle va. Je pourrais pas y rentrer. Dans la rue, à la terrasse d'un café, on aurait pu se rencontrer. Et Marion, je suis désolé de le dire, mais un coup de foudre, ça peut être dans la rue. Parce que justement, le coup de foudre, c'est le truc qui vous prend. Ça peut être n'importe où. Vous rentrez dans un magasin, vous voyez une fille, pouf, coup de foudre. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je connais des gens qui témoignent avoir vécu un coup de foudre. Et le coup de foudre, ça peut être dans la rue. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a des femmes qui ont eu un coup de foudre dans la rue, il y a des hommes qui ont eu un coup de foudre dans la rue. Et il y a des gens comme ça qui n'étaient pas dragueurs du tout, mais ils l'ont vu, ou elle l'a vu, et sont, je répète, pas dragueurs du tout, pas séducteurs, obligés de la suivre. Il y a, excusez-moi, mademoiselle, je fais jamais ça d'habitude, j'aimerais parler avec vous. Enfin voilà, on trouve les mots les plus débiles qui soient, on les met ensemble, ça fait une phrase, et comme c'était réellement un coup de foudre et qu'il était réciproque, ou en tout cas qu'après ça s'est concrétisé par une belle histoire d'amour, bah, c'était le bon moment pour le faire, parce qu'après elle serait partie, et si elle n'était pas de la région, elle serait partie ailleurs, vous l'auriez jamais revue. Là en l'occurrence, il y a des fois où il faut dire le truc sur le moment, ou peut-être que si vous ne l'avez pas dit ce jour-là, et bien une semaine après, elle aurait trouvé quelqu'un, puis elle était en couple, il est trop tard. Donc dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a trop de harceleurs de rue lourds dans la rue, mais c'est pas non plus un endroit qui est vierge de faire toute rencontre. Les deux sont vrais. Enfin voilà. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de vraie réponse à tout ça, mais il faut que vous mettiez des choses nouvelles dans votre vie. Donnez-lui la passion, comme le chante Linda Lemay, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui va raconter des histoires. Moi, je pourrais écrire un livre sur ce que j'ai vraiment vécu, mais elle va inventer des histoires tragiques ou drôles. Et évidemment, il y a une part autobiographique. Et là, en l'occurrence, avec ce texte dont je parle, Donnez-lui la passion, elle parle à ses filles. Et elle dit qu'elle veut que Dieu, que ce qu'il y a au-dessus d'elle, donne à ses filles la passion pour parvenir, quand elles auront les moments malheureux, quand elles seront tristes, quand elles rompront avec un partenaire, et puis quand elle partira au ciel, la maman, quand Linda Lemay partira, qu'elles aient assez de passion pour dire leurs blessures, dire leur amour dans autre chose. Si elles font de la musique, d'écrire une chanson en hommage à leur mère. Ou si elles ont une rupture, d'écrire une chanson pour dire à quel point elles sont tristes. Ou de faire une peinture. La passion d'avoir envie encore d'aller voir des films. Et si elles sont tristes, de voir une comédie pour oublier. Mais quelqu'un qui n'a pas la passion, qui aime rien, parce que ne me dites pas que l'alcool et le tabac c'est une passion. Non, on est encore dans des addictions. Ce sont des... Ou alors ce sont des passions criminelles, qui malheureusement vous amèneront à rien. La passion c'est quelque chose qui va vous amener des choses positives. Et moi j'ai cette chance d'avoir la passion. Et c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Là ce que je suis en train de faire c'est une passion, c'est une création. Alors elle est bidon, hein. Je vais mettre une musique à 2 balles et puis je parle, mais c'est une création. Les gens qui n'ont pas ça vont pas savoir le faire. Et moi si je suis dans une rupture, passé un certain temps, je vais pouvoir extérioriser, créer quelque chose à partir de ça. Les gens qui n'ont pas ce truc-là, ils vont dire je suis triste, je suis triste, je suis triste. Et peut-être aller voir un thérapeute, c'est la seule solution. Mais on sait très bien que les artistes créent beaucoup plus lorsqu'ils sont tristes que lorsqu'ils sont heureux. Il y a des gens qui en font leur fonds de commerce. Damien 16, c'est un écorché vif. C'est évident parce que justement, je parlais des addictions, drogue, alcool, tabac. T'as le mec, il a 20 ans, il est maigre, il est beau, il est svelte. Tu le revois des années plus tard, il a pris je sais pas combien de kilos. Il est barbu, il est un peu bouffi. Il a toujours autant de talent, en tout cas sur certains morceaux, qu'avant, mais on a bien compris qu'il s'était laissé consumer
pas une passion négative pour le coup. Mais depuis toujours, il chante son mal de vivre, en partie. Il y a des chansons un peu plus gaies. Il parle aussi beaucoup de la chair, du sexe. Mais en tout cas, ça lui permet d'extérioriser des émotions. Maintenant, les artistes, c'est ça aussi, ils peuvent prendre du recul. Et lorsque vous chantez 1000 fois, même un morceau très hommage à des gens qui l'ont élevé, ou la première fois il pleure quand il le chante parce que c'est des gens importants, celui qui lui a appris la musique, l'autre qui lui a appris la littérature, une dame qui lui a appris la littérature, un homme qui lui a appris la musique. Quand il le chante pour la 20e fois, ça devient un peu du théâtre. Il pense encore à eux, mais inévitablement l'émotion n'est plus la même, et après ça gonfle un peu les artistes de refaire leurs chansons. Ils font pour leur public, hein, mais très vite ils avouent que ça devient saoulant, quoi. L'émotion elle est sur le moment, elle est quelques semaines après, et puis au bout d'un moment ça saoule. Et les artistes ont tendance à dire qu'ils aiment bien leur nouvel album, parce que forcément c'est les nouvelles émotions et qu'on change. L'album de 16, le premier qui était rock, est très bon, déjà pour un premier album très très bon. Pour du rock, franchement je vous le conseille. Du rock hein, écorché vif, un peu sensible. C'est pas du tout déjà le second album qu'il a fait, God Bless, je sais plus vraiment c'est ce nom-là, mais en tout cas c'est pas du tout le même album, double album, avec des orchestrations classiques. Ni même le troisième album, ni même le quatrième, enfin voilà. Il s'est réinventé à chaque fois, mais c'est normal. Il a vieilli. C'est plus le même homme, il a plus le même âge, il a plus les mêmes centres d'intérêt. Il peut plus parler du collège sans avoir l'air un peu ridicule. Il avait écrit une chanson comme ça, de trentenaire, quarantenaire, sur les années collège, mais il parle plutôt de la nostalgie de ces années collège. Il peut plus en parler réellement. Enfin voilà, la passion c'est important. Et c'est vrai qu'un enfant, on pourrait espérer de lui donner la passion. Ce serait certainement la meilleure des choses, en l'occurrence, pour revenir à notre addiction au porno, et en sortir, la passion peut être un très bon facteur de reconsidération, de revalorisation de vous-même. Le sport, c'est une passion, hein. Ça peut devenir une addiction. Tout, de toute façon, peut devenir une addiction. Mais c'est aussi une passion. On peut remplacer le mot passion par loisir. Parce que la passion, vous voyez, il y a cette notion un peu... On peut s'abîmer dans la passion. La passion du Christ. Le moment où le Christ a été amené sur le chemin de croix pour aller être crucifié. Vous voyez, il y a un truc un peu dur avec la passion. Les loisirs, c'est plus léger les loisirs. Les loisirs artistiques. Mais un loisir dans lequel vous allez vraiment vous employer. C'est-à-dire que si votre loisir c'est le cinéma, eh bien, c'est pas comme la passion. La passion, ça va entre-déchirer, c'est capable de brûler un peu la peau. Le loisir, c'est plus libre, c'est plus souple. Ça libère davantage. Et donc, si vous avez des loisirs, eh bien, explorez à fond vos loisirs. Je vous mettrai les liens en dessous, je vous mettrai la chaîne de ce garçon qui ne parle que, ou de ce que j'ai cru comprendre, que de l'addiction à la pornographie. Il vous parlera de ses 20 jours, de ses 30 jours, de ses 6 mois après la pornographie. Je suis abonné moi-même à sa chaîne, donc je découvre son contenu peu à peu. Je mettrai la bande-annonce de Hot Girl Wanted, le documentaire sur les filles qui travaillent dans le porno amateur en Amérique. Voilà, je vais réécouter en fait ce que j'ai fait, et puis je mettrai les liens en dessous pour vous permettre d'explorer vos loisirs et animer un petit peu votre passion. Pas au point que ce soit, comme moi, trop destructeur, trop prenant, juste de vous divertir, d'oublier et de penser à autre chose. Merci à vous et à bientôt. On arrête de s'astiquer le poireau devant des films de pétanque. Merci à vous et à bientôt.